Salut, on est dans la cuisine de Hugo qui est... Non, je recommence. Bonjour, bienvenue, c'est Cosette, chez Hugo, avec Harry le chat, avec Juliane le pote et avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Ça, on adore. Sympa de te retrouver ici. Qui parle bla 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 bla. C'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, épisode consacré au savoir. Et avec moi autour de cette table, Juliane. Et là, Juliane, comment ça va ? Tu viens d'avoir 30 ans. Eh oui, je m'attendais pas à ce que tu commences avec ça. Oui, on a bien fêté. Et, j'aime bien cet âge déjà pour les quelques jours de ma trentaine. Ça te va bien. Paul n'est pas là parce que, il l'avait dit, il est papa, voilà. Mais nous avons deux invités pour ce 5e épisode de la saison 6. On reçoit deux femmes fortes des médias suisses, deux voix qui font partie de ces gens qu'on entend souvent, qu'on connaît bien, et qui donnent l'impression que la matinale tourne avec une fluidité presque insolente, alors qu'en réalité, derrière, il faut de la rigueur, du tempo, du calme et une sacrée présence. D'un côté, il y a celle qu'on pourrait appeler le visage et la voix de la matinale, un parcours solide entre Bruxelles, Berne, Forum, le bureau vaudois, la production, la présentation et cette capacité à porter l'info tôt le matin sans avoir l'air de lutter contre le réveil. De l'autre, il y a la femme de l'actu, des beaux mots, des nuances, de la langue française de Proust et du spinning aquatique. Ce qu'on aime chez elles, c'est qu'elles incarnent chacune une forme de maîtrise différente. L'une tient à l'antenne avec une vraie solidité de journaliste et de productrice. L'autre donne aux mots et à l'actu une saveur, une légèreté et un sens du rythme qui font toute la différence. Et ensemble, elles rappellent qu'une bonne matinale, ce n'est pas juste de l'info, c'est de l'énergie, de la précision, un peu de caractère et cette partie magique qui fait qu'on accepte de se lever plutôt que prévu. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le bonheur de recevoir Valérie Howard et Valérie Drou et on applaudit. Bravo. Mesdames, comment ça va ? Super, très bien. Après un tel portrait. Oui, j'adore. ça peut que aller bien. C'est rare que Oui. ce soit nous dans ce côté. Oui, ça me fait Et bizarre. quand on parle de nous, ouais. On prend. Ça fait Oui, du bien de sûr, temps en temps. tout est bon à prendre. Tiens à dire, on enregistre à 17h pour vous, il est tard. Ouais. T'as dit à peu près 1h du matin, parce Non, que mais- vous vous levez très tôt. Oui, très très tôt. Valérie plutôt Trop que tôt. moi encore. L'autre Valérie D. Ouais, Valérie D se lève à 2h. Valérie D Et Valérie H à 3h. à 3h. Donc Valérie H a interdiction en arrivant de dire qu'elle est crevée parce que le reste de l'équipe est déjà là depuis 1 heure. Bon, on le dit aussi, on travaille ensemble depuis quelques mois, maintenant un peu plus étroitement aussi. Oui. Et je suis très heureux de vous recevoir. Merci. On change un peu les rôles aujourd'hui. Est-ce qu'on passerait pas à l'actu insolite ? C'est parti. Allez. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à... Rebondazine, c'est de la dynamique. Actu insolite, je débute une actu. Vous trouvez la suite. À Padoue, en Italie, un drôle de petit manège fait disparaître un morceau bien précis des rayons d'un supermarché et le coupable n'avait rien à voir avec une souris. Que faisait-il ? Oula. Le coupable, un petit morceau de quoi ? Un petit morceau de musique, de viande. Non, on est dans la nourriture, c'est juste. Ah, non. Morceau... Ah, c'est un rongeur. Ouais, C'était pas un rongeur, c'était Non. un Non, monsieur rongeur. de 70 ans. Ah, Ouais, il avait faim, qu'est-ce qu'il morceau pouvait de manger? fromage. Exactement. Oh, joli. Mais très régulièrement, je vous lis. Ah oui. Rapide. Pendant plusieurs semaines, les employés d'un supermarché ont retrouvé des fromages à pâte dure entamés avec des vraies traces de dents humaines. Ah. Après une longue surveillance, J'adore. ils ont fini par coincer un homme de 70 ans, chapeau et lunettes noires, surpris en train de croquer un morceau de fromage. Après, il reposait. Énorme. Il a payé les 15 € du morceau qu'il venait d'ouvrir, mais le magasin estime que les pertes précédentes se chiffrent à plusieurs centaines d'euros. Ah ouais, quand En même. même temps, pour goûter avant d'être sûr lequel acheter, c'est pas mal. Bah ouais. Ne les achetez pas. Ce qui me fait rire, c'est qu'il venait quand même avec un petit manteau, des lunettes et un chapeau. Faut être Discret. Et à part ça, vous blaguez, mais le nombre de gens qui mangent, ça, vous savez, quand vous avez des enfants en bas âge qui crèvent la faim au supermarché puis qui n'arrivent pas à attendre qu'on ait payé le 4 heures avant de commencer à manger le 4 heures, et des fois dire allez, vas-y, mange, de toute façon, je paierai l'emballage en sortant. Et vous observez dans la supermarché le nombre de mamans avec petits gosses qui mangent. Il y a un nombre de consommation directe dans C'est le les prix de la tranquillité. C'est le prix de la tranquillité. Moi, je le faisais, je me rappelle. Oui, moi aussi. Je crois qu'on peut parler d'un serial grignoteur. Joli. Ouais. À l'aéroport de Bangkok, les autorités ont flairé quelque chose d'étrange chez une jeune voyageuse. Et quand ils ont découvert ce qu'elle avait sous les vêtements, il y avait de quoi le laisser sans voix.
Alors, c'est pas de la drogue, Non, c'est ça trop aurait facile. été trop facile. Pas des arbres non plus, j'imagine. 20 soutiens-gorge les uns sur les autres. Non. Il y avait, je vous dis, combien de... 29. Non, 30. 30 choses. 30 culottes. Chose. 30 culottes, non. Des fioles de parfum, Non. des fruits. Non. Qu'est-ce Alors, qu'ils sont? ça pourrait s'apparenter à de la contrebande. Des clopes. Des animaux. Ah, Des animaux. Des animaux qui Ok, on sentent. est sur les... des serpents. On est Super. vraiment pas loin. Ah ouais, des lézards, des trucs un peu gecko là. On n'est pas loin, mais je vous l'accorde. Allez. Tarentules. Avec. C'était des tortues. Des Une tortues. taïwanaise de 19 Les mini ans. là, les Oui. petites dos. A été arrêtée alors qu'elle tentait d'embarquer pour Taipei avec 30 tortues protégées dissimulées sur elle. 30. Des tortues étoilées d'Inde étaient maintenues avec des rubans adhésifs placés sous des sacs en tissu puis attachés à son corps pour tromper les contrôleurs. Ah. Au total, 29 étaient vivantes et une morte. Les Ah, autorités... c'est celle-là qui sentait donc. je pense Probable. peut-être Tu aussi le pues fait la que... tortue morte. Ah. Je sais pas comment tu dissimules 30 tortues autour de toi sans que ça soit visible. Bref, les autorités pensent qu'elle pourrait être liée à un réseau de contrebande plus large sur un marché noir où ces espèces vulnérables se vendent très cher. C'est un peu triste quand même. Oui, c'est triste. Elle était morte. On peut dire qu'elle avait un trou dans sa carapace. J'étais pas très inspiré. Allez, une dernière. À chaque fois, il y a Il y a le truc de la chute. Ouais, il y a Oui, Ah oui, toujours, ouais. à chaque fois. Faudrait qu'on rie en fait. Et des fois, il est inspiré, des fois pas. Non, mais c'est bien, il faut le laisser dans son. Parfois, c'est momentanément très mauvais. En Bavière, un homme pensait avoir fait le bon plan du siècle en achetant un coffre-fort d'occasion pour 15 €. En l'ouvrant, il a découvert quelque chose. Mais quoi? Un cadavre. Non. 15 € dedans. En cas. Ça aurait été drôle. Un trésor, il y a une forme de trésor. Ouais. Ouais. Des bijoux. Un trésor ancien. Peut-être ancien. T'as dit mais que c'était pas où des bijoux, mais on est. Des En vieilles bouteilles de Bavière, vin. en Allemagne. Non, Qu'est-ce qu'on met? c'est en Allemagne. Ça a de la valeur beaucoup? Beaucoup. Ah oui. Ah. Ça se mange? Non. Non. Est-ce que c'est un lien avec une guerre? Non, mais on pourrait penser que. Ok. Je ne sais pas s'ils ont identifié la chose. C'est des manuscrits ou quelque chose de l'époque? Non, Non. non, non. C'est quelque chose de précieux qui. Précieux. On voit tout de suite que c'est précieux. Tout de suite. Ah, une pierre, quelque chose de une pierre précieuse. Ouais, on est dans l'idée, mais. Un diamant. Non. Pépites d'or. De l'or. De l'or. Habitant de Treusberg, cet acheteur en ligne a inspecté son coffre et a trouvé un compartiment caché contenant un lingot d'or joli. d'environ 250 grammes. Oh, pour vu une le valeur prix de l'or, comment Et il a vendu ça? Ça, c'est la près de bonne nouvelle. 33 000 €. Oh, pas mal. Joli. 15 Alors, €. par prudence, il a contacté les autorités pour savoir quoi faire et l'enquête remonte jusqu'à l'ancien propriétaire du coffre, le grand-père du vendeur qui aurait oublié le lingot à l'intérieur. C'est ballot quand même. Pour l'instant, la propriété de l'or n'est pas tranchée et les deux parties doivent encore trouver un accord. Mm. Le gars est cool, il a Ouais. quand même donné l'info. Ouais. J'allais faire une blague sur l'or nazi. Il y a eu, pense à que part c'est ça, il y a eu bien. un fait très proche de nous et tout à fait véritable vers Saint-Pré, je crois, il y a 2-3 ans, un promeneur qui se baladait puis qui a trouvé sur une bout de parcelle de maison en face du lac, c'est le passage, les rives du lac où tout le monde peut se balader, des pièces d'or qui la nuit dans l'herbe qui brillaient. Il a creusé et il est tombé sur une sorte de trésor. Il se trouve que c'était enfoui par le grand-père ou l'arrière-grand-père de la famille de la grande propriété. Et il y a eu toute une bataille parce qu'il lui avait évidemment pas dit tout de suite. Ensuite, il a dit, bref, il avait des remords. Il y a eu toute une bataille de savoir à quelques centimètres près où était la parcelle où il a trouvé les pierres. Non, mais il y a eu des reportages mis au point là-dessus. Oui, incroyable. Mais c'est comme les gens, il n'y a pas longtemps, je crois qu'on en avait parlé, quelqu'un qui avait acheté un tableau 15 balles, et en fait, il s'avère que c'était un grand maître, le tableau d'un grand maître. Vous feriez quoi si vous trouviez quelque chose comme ça? Bonne question. L'honnêteté voudrait que, évidemment, on en parle à qui de droit. Ouais. En tout cas, je pense que j'ai spontanément le truc grisant de je prends, et puis très vite les remords, et après je suis très mal. Moi, j'ai jamais trouvé genre 50 balles par terre. Bref, on peut dire qu'il a fait un achat qui valait son pesant d'or. Oui. Alors là, donc, bon. Bravo Hugo. Est-ce qu'on discuterait pas un peu? Allez, c'est parti. Assieds-toi, faut que je te parle. Le savoir au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'on apprend à l'école, dans les médias, dans la vie ou un peu partout à la fois? Et surtout, est-ce qu'on sait vraiment un jour? Est-ce qu'on apprend simplement à mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas encore? Aujourd'hui, on va parler de ça, de curiosité, de transmission, de passion, de sensibilité et de la façon dont tout ça se construit dans une vie. Quand vous entendez le mot savoir, à quoi vous pensez d'abord?
Valérie H. Ouais, non, moi, il y a tout de suite ce distinguo entre le savoir classique, académique qu'on apprend enfant à l'école et dans les classes ou quand on fait ses gammes. Et puis, on a l'impression, si je me souviens, en tout cas pour mon cas, quand tu sors des études puis que tu as enfin fini, hein, puis que tu es enfin au bout, enfin quoi que tu n'es potentiellement jamais au bout, mais que c'est bon, quoi, tu as bouffé des années, tu sors de l'uni et tu te dis, bah merde, je suis quelque part au bout du savoir, puis j'ai l'impression que je sais rien, mais n'empêche que tu as quand même appris beaucoup. Et après, il y a toute cette autre dimension qui démarre, où pour nous, c'était les premières expériences professionnelles, puis après, assez vite, tu arrives à la radio, et tu te rends compte qu'il y a tout un champ à nouveau qui s'ouvre, et que plus tu te confrontes aux collègues en séance, en rédaction, où on brasse quand même des savoirs et de la curiosité tous les jours, qu'au fait, tu es de nouveau au tout début, ouais, et que tu sais absolument rien du tout. Et ce savoir, moi, c'est celui que j'aime aujourd'hui, qui est nourrissant. C'est de commencer à chaque jour, tu découvres quelque chose sur un domaine, puis après, tu commences à connecter les domaines entre eux, à tisser des liens, à voir la big picture, et puis ça devient assez dingue. Mais souvent, je me dis, c'est peut-être les études qui ont façonné notre cerveau à assimiler plus vite peut-être ce savoir du deuxième temps de la vie professionnelle, même si beaucoup peut-être certains moi je me souviens, mon père me disait toujours, c'est normal, tu sors de l'uni, tu sais rien, mais tu as appris à apprendre. Et je trouvais que cette phrase était tellement creuse et abstraite, et au fait c'est vrai, quoi. C'est vrai, ouais. Ouais. J'ai ma sœur qui est vraiment dans ce cas-là où elle a fini son master et Ouais, elle est à ce carrefour de chemin. Son premier travail. Elle me dit, j'ai des responsabilités. Oui, tout à coup c'est bizarre, ouais. Moi j'ai pas aimé ce moment, hein. Je trouve que c'est très déstabilisant. On dit à la vingtaine c'est dingue. Non, c'est pas dingue, c'est l'angoisse totale. Et oui, il faut aussi se trouver personnellement. Bref. Oui, parce que tu as été habitué à un truc très scolaire, et puis tout à coup la vie professionnelle, c'est les rails qui s'arrêtent, c'est d'autres rails qui... Mais c'est drôle, Julien, toi tu parlais souvent de cette chose de, une fois qu'on a fini les études, what else? C'est quoi le prochain but, quoi? C'est quoi le but, en fait? Un peu, les études, il y a une date limite, quoi. T'as 3 ans, 4 ans, 5 ans selon le cursus, puis c'est vrai qu'à la fin, cool. Moi j'aimais bien ce truc-là d'être dans les rails, puis de dire chaque année à la rentrée, parce qu'on est calé sur des années scolaires d'été à l'été, avec la pause de l'été, hein, c'est quand même ça qui rythme l'enfance, l'adolescence jusqu'à 20, et chaque juin, c'est ultra confortable de se dire, tu sais ce qui va t'attendre dans l'année suivante. Et à la fin de l'uni, des études, c'est la première fois qu'au fait, non. Et ça, c'est affreux. Moi, mais vraiment, moi, je me suis très, très mal vécu. Je pense pour plein de gens. Ouais. Valérie D. Le savoir, le savoir, c'est infini. Voilà, moi, c'est vraiment sache que tu ne sais rien, quoi. En fait, c'est ça. Et je pense que je rejoins ce que disait Valérie, c'est que on fait nos études, on engrange plein de trucs. Moi, j'ai adoré, je me suis éclatée intellectuellement, et ça nous donne soif, en fait. Plus tu apprends, plus tu as envie d'apprendre. Puis moi, c'est ça qui me guide encore aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, alors c'est pas que pour ça que j'ai choisi ce métier, mais moi, j'adore justement toujours apprendre quelque chose de nouveau, toujours lire quelque chose de nouveau, toujours réfléchir, puis une réflexion en amène une autre, puis une autre, puis une autre, et c'est sans fin, puis t'apprends jusqu'à ton dernier souffle. C'est une boîte de Pandore, en fait. Moi, j'ai toujours cette sensation que tu découvres un truc et en fait derrière il y a quelque chose d'autre, et en fait c'est infini, et comme quand on se passionne pour quelque chose, en fait au début on a les bases, et après toi qui es dans la vidéo, basiquement on prend un téléphone ou une caméra, on filme, et en vrai tout le champ des possibles qu'il y a derrière, c'est fou. Et des fois c'est ça qui est déstabilisant, je trouve, c'est un peu ce truc de c'est si grand, et quand tu te rends compte que tu sais si peu, moi des fois c'est un peu vertigineux. Oui, et ça peut être aussi ça fait des peur, fois ça peut des fois me provoquer une flemme ou une petite procrastination de pas oser aller trop dans un sujet, parce que je me dis mais là si je veux aller, il y a un peu la peur de je sais que je vais pas pouvoir tout savoir de ce sujet-là. Du coup, est-ce que vraiment je m'y intéresse ou pas? Et c'est con, parce qu'en fait, même si tu sais un petit peu, c'est cool. Pas tout, et que tu maîtriseras jamais, puis il faut lâcher une histoire de lâcher le contrôle intellectuellement. Exactement. C'est un peu lâcher le truc de se dire c'est pas grave que je sache pas tout de ce sujet-là. Mais moi, j'ai un truc de si je me mets dans un sujet, j'ai envie de vraiment aller à fond dedans. Et puis même si c'est pas forcément jusqu'au bout, mais en tout cas d'y accorder du temps. Et si je sais que je vais peut-être pas réussir à accorder ce temps-là, du coup, des fois, je me dis juste, alors du coup, j'y vais même pas. Et du coup, c'est un peu con. Faut que je corrige ça. On a un ami qui s'appelle Boris, qui fait de la musique, qui était pro en snowboard. Et j'ai discuté avec lui le week-end passé. Il jouait de la guitare, il joue bien de la guitare. Je lui dis, moi, j'aurais adoré faire de la musique et de la guitare. Il me dit, mais t'inquiète, si tu t'entraînes
20 minutes par jour, dans 4-5 ans, t'arrives à peu près à faire un truc cool. Il a raison. Ça, vas-y, non. Ah, il a raison. Ouais, la flemme, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est le 4-5 ans qui fait un peu peur. Oui. Des fois. C'est un peu la durée, ouais. Mais vous avez encore toute la vie. Ah oui, mais ça, bien sûr, ça c'est Il sûr. faut vous lancer. Il n'y a pas de limite. Vous êtes au seuil. Go, go, go. Oui. On Mais peut vous- tout faire dans la vie. Bah, par exemple, toi, Valérie, Oui. il me semble que je crois que cet été, tu vas aller voir des conférences sur Proust ou. Non, alors pas t'as cet un été. sketch. Je vais vendredi, mais je vais suivre une journée de formation continue à l'Uni sur Proust. Alors c'est destiné en premier chef aux enseignants, mais c'est ouvert à toute personne intéressée qui veut bien payer pour cette journée. Et donc oui, moi je suis une grande passionnée de Proust, une proustienne comme on dit. Et puis j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit bon ben go, je prends congé, puis j'y vais. And so what? Donc ça, c'est le privilège de l'âge. Je pense qu'on s'en fout en fait maintenant. Puis j'ai le temps. Enfin, j'ai plus de petits enfants. Si j'ai envie, j'y vais. Voilà, c'est un peu ça qui guide ma vie ces dernières années. En tout cas, 5 dernières années. Ouais, j'ai envie de faire un truc, ben je le fais. Je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. La liberté, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Mais j'ai l'impression que ce que je remarque dans vos métiers, dans nos métiers aussi, c'est des gens passionnés qui ont peur de s'ennuyer, qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement, ou en tout cas d'apprendre des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas trop? Moi, j'ai pas peur de m'ennuyer. Enfin, franchement, rester assis sur mon canapé, moi, ça me dérange pas. Oui, mais parce que tu as été lessivé d'une semaine de boulot ou d'une année de travail. Est-ce que tu aurais pu, par exemple, faire un travail de bureau Non, j'aurais pas pu faire de travail de bureau, mais c'est peut-être... déjà, il y a l'horaire. Moi, les horaires 8h, 17h, enfin 8h, 18h, c'est l'angoisse. mieux 2h, 9h. Ah, mais clairement, parce que non, mais c'est tellement plan-plan, c'est tellement... Moi, ça me fait hurler, c'est horrible. Moi, j'ai toujours fait que de la radio, parce que j'ai toujours voulu faire que de la radio depuis que j'ai 7 ans. Donc voilà, mais en même temps, voilà, une fois que la radio s'arrête, ben, ça s'arrête, et puis je fais autre chose mes journées, et puis... Mais ouais, moi, j'aime bien être sur mon canapé à rien faire, ça me pose aucun problème. Faut faire pause des fois quand même, dans le cerveau. Hein. Oui. Et toi? Moi, je pense que j'ai quand même un côté plus hyperactif, j'angoisse pas d'être sur un canapé à rien faire, mais ça m'arrive presque jamais. Donc je pense quand même que je m'arrange pour que mais ça viendra. Tu Moi, vois, je suis incapable. J'ai un côté très hyperactif et très... j'ai trop d'envie. Et souvent, il faudrait 3 vies pour faire tout ce que j'aime faire en dehors aussi de la radio. Et comme Valérie, j'ai toujours été angoissée. Mais je me souviens déjà à l'école, j'arrivais toujours à me mettre un pied dans le groupe, un pied en dehors du groupe. Ça m'angoissait ce truc de on est avec la meute, ça doit être très orgueilleux cette histoire tout au fond, mais on est avec la meute, dans les mêmes horaires, on fait des travaux de groupe, on va bosser ensemble chez l'un, chez l'autre, on se réunit, on est bien, on est une bande, une équipe, puis on joue le jeu jusqu'au bout. Non, moi, il fallait que je sois toujours libre et puis que je puisse toujours faire un peu un fuck au truc. Et puis, je suis avec vous, mais pas complètement. Puis, je fais quand même un peu mon truc de mon côté. J'ai toujours été comme ça. Et la radio me va hyper bien à ça. Et je réfléchissais l'autre jour, avant la matinale, je me suis quand même toujours arrangée pour faire des horaires où j'étais à la marge. Soit je commençais très tard, après-midi, je finissais minuit, où là, c'est l'exact contraire sur l'horloge, où quand j'étais dans des équipes, j'étais quand même un peu électron libre, puis j'allais jamais manger à midi, parce qu'il y avait ce truc un peu de liberté de je fais un peu ma vie parallèlement au groupe. Donc, je pense qu'il y a quand même des profils. Oui, puis ce conformisme d'arriver au boulot, même à la même heure que tout le monde, dans les transports publics avec tout le monde, et puis tous de manger ensemble à midi. Une cafétéria à midi, pour moi, je pense que c'est l'antichambre de l'enfer. Alors peut-être, mais c'est peut-être, il faut peut-être avoir un peu ce caractère-là, quoi. Mais moi, dès que j'ai commencé la radio, moi, ce qui m'a tout de suite plu en premier, c'est la matinale, quoi, parce que c'est déjà radiophoniquement, c'est parce que c'est là que ça se passe, et puis en plus parce que justement, c'était complètement à côté, c'était iconoclaste, et ça, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que ça fait 18 ans que je fais ces horaires, parce que je peux pas imaginer les rares fois où je suis en journée, si
si je donne une formation comme ça, prendre le métro à 8h avec tout le monde, et puis, non, mais pour moi, c'est l'enfer. De temps en temps, Valérie D et Valérie H sont donnent des formations ou sont en formation, et donc on est sortis de nos postes remplacés, et on se tape juste le temps de 24 heures. Une journée normale de monsieur, madame, tout le monde normal, horaire normal. C'est horrible. Mais tu devrais voir l'humeur le lendemain. C'est le bagne. On déteste. Aujourd'hui, j'avais une formation et je me suis dit, il fait chier ce trafic ce matin en allant au travail. Parce que je me suis déshabitué du trafic. Mais c'est les autres, au fait. C'était de nouveau avec la masse, la meute. Quoi. T'es pas libre, quoi. T'es pas libre. Moi, j'aime me dire, ok, voilà, la journée est finie, c'est 8h, 9h, 9h30, peu importe, fin des séances, quoi. Puis après, t'as toute la journée devant toi, tu fais ce que tu veux. Donc, tu lis, tu vas au musée, tu vas au cinéma, tu vas faire des bouffes avec des potes. Enfin, c'est juste génial, quoi. Faut dormir un petit peu entre temps. Il faut caler la sieste, quand même. Ouais, ça, c'est le gros problème. T'as dit que toi, tu savais que tu voulais être journaliste. Toi, Valérie H. Moi, je voulais être médecin ou journaliste. C'était l'un ou l'autre. C'était très, très clair depuis toujours. Puis j'ai d'abord commencé par faire 2 ans de médecine. Et puis j'ai arrêté en première année. Mais déjà parce que tu comprends assez vite en médecine, dans les stages et tout, que ça va être absolument toute ta vie, en tout cas jusqu'à bien 40 ans. L'hôpital, les gardes, la nuit, et puis le lieu clos, fermé. Et j'avais trop d'envie déjà, trop de curiosité du monde. J'avais envie de voyager, découvrir plein d'autres cultures, les langues, d'autres réalités. Et les médecins assistants me disaient, mais si tu bouillonnes pareillement, réfléchis bien, parce que tu vas mal le vivre et tu vas forcément arriver dans cette étape en 5e année, quand tu as tellement investi, que tu te rends déjà compte qu'au fait, non, tu n'as plus très envie, mais tu as tellement investi, puis que tu as fait 5 ans, donc maintenant on y va, on ne recule pas, puis ce sera trop tard. Et ça m'a fait une sorte d'un déclic, quoi. Je me suis dit, merde, c'est maintenant. Et donc j'ai arrêté et je me suis réorientée. Et je suis très contente. C'était dur. Tu as considéré ça comme un échec ou juste Non, j'ai considéré comme une réorientation. Ce qui était dur, c'est que j'ai eu la très bonne idée d'arrêter à Noël au milieu de l'année universitaire et puis que j'avais rien derrière. Puis que j'ai dit à mon père, mes parents étaient divorcés, puis ils me versaient la pension à moi directement. Donc je vivais sur ça. En coloc, je bossais un peu à côté, mais il m'a dit, puisque c'est comme ça, puis que tu n'as rien, moi je te coupe les vivres et tu te démerdes. Et quand tu retrouves un truc d'études sérieux, c'était un peu quand même comme ça, hein, la génération, bah, tu me redis, je te redonne. Donc j'ai eu 8-9 mois de rien, mais ça m'a fait le plus grand bien. Je suis allée vendre des disques chez Fréquence Laser. Voilà. C'est la métropole, non? Non, au pied de la Tour Bel-Air. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis pendant 9 mois, j'ai fait ça et c'était super parce que c'était le milieu de la musique que j'aimais bien, mais surtout j'ai découvert le monde du boulot. Et le fait d'être avec des gens dont ça allait être la vie, alors pas forcément que Fréquence Laser, mais bosser, être dans un boulot commercial déjà 24 ans, puis que c'était la perspective. Et puis je te jure qu'après... Ça te motive à faire les études. Tu dis, oh non de Dieu, je vais retrouver les études tout de suite. Et après, j'ai réussi les études mieux qu'avant, parce que tu matures quand même d'un coup. Et j'ai remercié mon père après. Sur le moment, j'ai un peu fait la gueule, mais après, j'ai dit merci. Moi, j'ai galéré à trouver ce que je voulais faire dans ma vie. C'était assez affreux. J'ai fini mes études et je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai travaillé 3 ans, un job de bureau à la ville de Lausanne, où c'était horrible et je me faisais tellement chier que en fait, c'était une chance parce que j'ai fait un brevet fédéral, on a commencé le podcast et j'ai développé plein d'autres trucs. Mais l'ennui m'a fait que... De bouger. Ouais. Mais l'ennui est un très bon moteur. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. C'est Socrate qui a dit j'adore. ça. Merci, Socrate. Oui. On a parlé un peu de l'école, mais est-ce que l'école, ça a joué un vrai rôle dans votre savoir ? Est-ce que vous étiez aussi des bonnes élèves ? Comment ça s'est passé l'école pour vous ? Eh bien, non, l'école. Eh bien. Elle dit toujours ça, Valérie. Eh bien. Non, l'école, ça a longtemps été chiant en ce qui me concerne. Ça a commencé à m'intéresser un peu au gymnase. Ça m'a beaucoup plus intéressée à l'uni. Et moi, j'avais une sainte horreur des premiers de classe. Donc moi, je travaillais le strict minimum.
Et pour le reste, j'y allais au talent, donc ça allait très bien en français, dans les langues, dans les matières scientifiques. Le talent, en général, ne suffit pas. Donc ça a été toujours un peu mon boulet, mais après j'ai fait des études de lettres, français, linguistique, latin, etc. À Neuchâtel et à Strasbourg. Et ça m'a bien éclaté, mais ça a commencé de m'intéresser vers le milieu du gymnase, quoi. Mais avant, c'était un peu chiant, quoi. Juliane, toi, t'étais un bon élève. Oui, mais pas en premier de la classe, premier. Non, ça dépend. J'étais un peu l'entre-deux de... J'aimais bien quand même faire rire un peu tout le monde, me faire remarquer. Mais je voulais quand même être en bon terme avec les profs, parce que je voulais pas qu'après, dans la maison, ils aient des vents que je foute trop la merde ou quoi. Donc, je trouvais un peu le bon équilibre. J'étais un peu le petit malicieux qui faisait assez d'efforts et puis qui rigolait quand même aussi avec les profs, pas que avec mes potes, pour que un peu ça passe. Donc ouais, c'était un petit peu ça. J'étais assez studieux quand même. J'arrivais pas à me dire je fais le minimum, parce que j'avais peur que si je faisais le minimum, j'ai du coup pas les moyennes. Puis moi, enfin mes parents m'avaient juste dit un peu un truc en mode on te met pas de pression particulière, mais juste faire en sorte que ça roule, quoi. Et du coup je faisais ce que je pensais être suffisant pour que ça roule. En fait j'étais dans la moyenne, quoi. En fait j'étais dans la moyenne plus ou moins. Et toi? Bon, ce serait pas entendu avec madame. En tout cas, pas au début. Mais à l'afterwork, très première classe. On aurait été faire les happy hour. Ouais, école primaire, collège, gymnase, j'étais première de classe. Mais j'en faisais pas une fierté, mais il se trouve que j'étais, et j'avais pas des tonnes d'amis. Non, mais je me souviens, à part ça, j'ai mal vécu. Ah, pauvre. Mais non, mais parce que je pense que... C'est souvent ça, malheureusement. Oui. Enfin, les premiers de classe sont des fois pas les plus... T'étais forte en gym aussi. Je faisais du tennis, et puis j'allais énormément m'entraîner, je faisais de la compétition à côté, donc c'est vrai que je passais peu de temps, je faisais école, sport, école, je faisais vraiment... Donc tu étais forte en gym et en première de classe. Aïe, ça c'est le modèle alors. Compétition. J'étais assez seule, et puis je bossais pas à fond. Je me suis pris une claque à l'Uniba en médecine déjà, parce que j'avais jamais vraiment appris. Le gymnase, j'ai fait assez facilement jusqu'au bout. Puis après, en médecine, laisse tomber. Si tu bosses pas vraiment bien, ça passe pas. Et donc, je m'y suis mis trop tard à bosser. J'ai refait la première année, puis après, j'ai arrêté. Et puis, j'ai réalisé dans les études... Après, j'ai fait une licence en traduction interprétariat à Genève, à l'école d'interprète à l'université de Genève. Et puis là, c'est la première fois que j'ai réalisé que si tu bossais pas, t'étais pas au-dessus du panier, et puis que t'étais... Là, ouais, j'ai pris une petite claque, mais très bien. Mais tu n'avais jamais... T'as dit que t'avais pas vraiment bossé. Est-ce que t'as appris à bosser à ce moment-là? Ma mère nous a... Alors, merci à elle, elle nous a suivis à fond pour les devoirs depuis le début, et nous faisait répéter. Ma mère nous a appris à bosser, c'est vrai. Appris à apprendre vite et bien. Et puis à être exigeant, de savoir vraiment jusqu'au bout, sur le bout des doigts, tout le temps, tout. Et puis c'est ça qui a fait que mon frère et moi, on était les deux assez première classe. Jusqu'à l'université, où cette méthode, ça marche plus. Et mon frère a aussi pris la claque à l'université. Et puis on a changé la façon de travailler. Mais à part ça, j'ai pas aimé. À part ça, je me suis pas éclatée comme toi, Valérie. Je me suis pas éclatée. Au gymnase, un petit peu plus. En français, en philo, j'aimais bien. Mais sinon, je trouvais encore pas le truc qui m'éclatait. Et puis l'école d'interprète, c'était déjà pour faire du journalisme après. Donc ça m'éclatait pas du tout, sauf les 2 années à l'étranger, parce qu'on a fait 2 Erasmus. Ça, c'était dingue. Mais moi, j'ai vraiment aimé les études à Bruxelles en journalisme. Enfin, j'ai appris le métier, la technique du métier. À 18 h sur les terrasses. Non, pas du tout. Non, parce qu'on bossait beaucoup, mais à 27 ans surtout. Ouais. Alors, avant ça, c'était une sorte de on doit le faire, on y va, mais c'était pas le grand épanouissement, quoi. Tu vois, l'école, jusqu'au gymnase, ça a été un enfer pour moi. Je crois qu'à 10 ans, ma prof a convoqué mes parents en pensant que j'avais un problème. Et mes parents ont fait un test. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais eu un problème diagnostiqué, puisque tout le monde a une étiquette problématique. Donc, mais on parle de ça il y a 20 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans, du coup, on a fait le test. Et alors ? Il s'avère que j'avais un HPI ou QI et machin. Mes parents, ils ont fait « Ah, il est pas bête, c'est bon. » Et on m'a laissé. Puisque c'était ça, c'était bon. Ça va. Mais du coup, j'étais horriblement mauvais parce que je me faisais chier et que je ne savais pas apprendre. Et en fait, jusqu'au gymnase, j'ai jamais su bosser.
Et la dernière année du gymnase, tu m'aurais pas aimé. Parce que j'ai compris comment bosser. Ouais, et là, ça a bien, c'est cartonné. bon, ça a cliqué. Bah, bon, après, il y avait aussi les matières où j'avais du feeling. Histoire, économie, français, j'avais que des 6. Et l'allemand, où je devais encore apprendre ce truc par cœur. Je faisais les cartes pour apprendre les vocs. Je faisais que des 1. Ouais. Mais je me donnais la peine. Et j'ai recroisé ma prof qui m'a payé un verre, qui m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle avait un bon souvenir de moi parce qu'elle voyait que je faisais un effort. Mais que ça marchait pas. Ça donne de la peine et on a. C'est ça. C'est dommage. C'est quoi que vous retenez vraiment de l'école Est-ce que c'est... Bah alors, toi, tu as dit que tu étais un peu seul. Toi, tu étais punk. Toi, t'étais discret. Au milieu, entre les deux. Même, est-ce qu'il y a un prof? Est-ce qu'il y a une manière de voir le monde? Une matière qui vous a plu? C'était quoi le fait le plus marquant? Julian, je te vois réfléchir. Oui, du coup, j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais moi, j'aimais bien la géographie. La géo, j'étais bon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu une matière à part. J'avais l'impression que ça faisait... Tu vois, quand le français, c'est très strict. Et il y avait un truc un peu de découvrir le monde et puis retenir des choses un peu du monde. J'avais l'impression que je le voyais comme un truc différent que les maths, le français, tout ça. Et je sais pas, ça m'attirait un peu plus, je crois. J'aimais juste bien, je trouvais ça plus fun à apprendre que le reste. J'avais de la peine un peu. Du coup. Rien à voir, du coup. La vidéo, c'était comment que est-ce que les études en vidéo, c'était super et tu t'es éclaté? Oui, et puis j'ai eu la chance de commencer très tôt et ça m'a fait justement remarquer ça quand tu disais que tu avais commencé à 27 ans. Tu as commencé une formation dans ce que tu fais maintenant, du coup, donc ça a pris du temps. Ouais. Et ça dépend tellement des gens. Et moi, j'ai eu la chance de très vite, en sortant de l'école, j'ai directement commencé une école dans le domaine que je voulais. Parce que pour cette école, j'avais pas besoin de faire d'autres études, donc du coup, j'ai pu y aller direct. Et ça fait qu'à 15 ans, quand je suis sorti de l'école, vraiment à tout juste 15 ans, je venais d'avoir 15 ans, j'ai commencé à apprendre plus, pas la vidéo, mais un peu la communication en général, le graphisme, un peu de vidéo, un peu de photo, un peu tout ça, le son aussi. Et du coup, pour moi, c'était incroyable parce que j'ai très vite basculé de l'école où je fais ce qu'il faut, mais ça me parle pas plus que ça. Je me voyais vraiment pas aller au gymnase, par exemple. J'étais en mode, faut vraiment que je trouve une solution pour ne pas aller au gymnase parce que continuer l'école, ça n'allait vraiment pas me parler plus que ça. Donc je faisais de la vidéo un peu à côté de l'école obligatoire parce que je faisais du ski, puis du coup quand on fait du ski freestyle, les gens font des vidéos de ski freestyle, donc du coup j'ai commencé à faire de la vidéo comme ça, puis quand j'ai compris qu'on pouvait en faire un métier, j'étais là alors voilà, c'est exactement ça va être ça, et du coup ça a été ça jusqu'à maintenant. Et donc c'était une chance qu'il y ait un cursus qui puisse commencer directement après l'école, parce que du coup j'ai découvert que dès le moment que j'ai commencé ça à 15 ans, et j'étais là en mode ok, à partir de maintenant j'apprends un truc qui me plaît. Pour moi c'était fou quoi. Ça donne une énergie de dingue quand tu trouves tu t'alignes avec toi et que tu trouves ton bocal, tout d'un coup tu as une énergie folle. Tout à coup chaque jour je me levais pour aller apprendre des trucs qui m'intéressaient vraiment de A à Z, de tout ce qu'on apprenait, même s'il y avait certains trucs que j'ai appris dans cette formation que j'utilise plus trop maintenant aussi, ça m'intéressait dans tous les cas quoi. C'était pas et puis j'avais un jour je faisais la matu intégrée, donc du coup j'avais un jour où je faisais les branches plus scolaires, et ce jour-là je le détestais parce que c'était vraiment le seul jour où j'étais là ça fait chier, c'est un peu l'école qui revient quoi. Et puis ça m'a fait chier chaque jour de la matu de ma formation, j'ai détesté. Et heureusement il y avait tous les autres jours de la semaine où c'était super. Aujourd'hui tu apprends à être entrepreneur et tu te débrouilles très bien. Valérie, qu'est-ce que tu as retenu de l'école? Est-ce qu'il y avait une matière, un prof? Oui, alors moi, il y a clairement un prof et une matière. C'était le prof de latin à l'école secondaire. Donc, mon premier prof de latin, j'avais 12 ans. Et ce mec 12 était... ans. Ouais. On commence le latin à l'école secondaire à mon époque. Ah oui, c'est vrai. Et ce prof est extraordinaire, s'appelait Monsieur Zaccheo, est toujours de ce monde d'ailleurs. Et il nous apprenait le latin en grimpant sur le bureau, en nous faisant nous aligner au fond de la classe comme des fantassins, en nous mimant un suicide pour nous expliquer le pronom réfléchi, etc. Donc ça m'a tout donné l'amour du latin. Et après c'est drôle parce qu'au gymnase, j'ai eu 2 profs de latin, 2 femmes. La première, elle devait, je pense, faire 1m20, non j'exagère, 1m30.
1m30. C'était une petite nana toute énergique et puis qui avait pas peur d'utiliser des gros mots. On avait un copain qui voulait toujours qu'on traduise du Jules César. Puis elle lui a dit un jour, mais vous me faites chier avec votre César, monsieur Rousseau. C'était extraordinaire. Et puis après, j'ai eu une autre prof qui était une espèce de harpie, on va dire ça comme ça, je pense qu'elle était, elle, horrible, mais j'ai persévéré. Et à l'Uni, j'avais un super prof de latin aussi. Donc moi, c'est la continuité. J'étais pas du tout première de classe en latin, parce que faut beaucoup bosser. Ouais. Et donc voilà. Mais là aussi, à l'université, c'était beaucoup mieux. Mais moi, c'est vraiment, alors, avec ce prof qui a 12 ans. Ouais, c'est fou comme un prof peut vous changer la vie. C'est le seul. Hein. C'est incroyable. J'ai eu beaucoup d'autres profs qui étaient très bien, j'ai rien à dire. Mais c'est le seul qui m'a marqué à ce point-là. Ouais, non, mais c'est fou. Et toi ? Moi, j'avais une prof d'italien au gymnase qui m'a marqué, madame. Alors, c'est une tessinoise, qu'elle est tessinoise italienne. C'est madame Hurliman, ça n'a rien d'italien, mais c'est son mari qui était c'est suisse. madame Hurliman. Paola Hurliman. Elle faisait aussi 1m50, toute petite. C'est vrai qu'on a peut-être eu des profs en commun. Ah, parce que j'étais au gymnase du Bugnon, toi aussi, Hugo. Moi aussi. Ouais, madame Hurliman. Et au fait, je la craignais au début. Et puis j'avais des très mauvaises notes en italien jusqu'au jour, mais surtout vocabulaire, grammaire, les verbes, c'était compliqué, j'aimais pas trop. Jusqu'au jour où elle nous a présenté la Divine Comédie de Dante. Et ça a été une révélation totale parce qu'elle vivait cette œuvre à fond, j'imagine, comme toi, ton prof de latin vivait les chefs-d'œuvre de la culture de l'époque. Et elle nous racontait la Divine Comédie en tirant des parallèles avec la vie d'aujourd'hui, et il y en a plein, et le génie de Dante dans ce texte. Et on a fait beaucoup d'analyses de textes de la Divine Comédie que je trouvais au début très difficile. Puis tout d'un coup, j'ai pigé le truc et puis j'ai fait présenter une analyse de texte où j'ai compris l'œuvre et elle a vu que j'avais compris l'œuvre et ça a changé notre relation, mais complet. Et j'ai commencé à faire des super notes parce que c'est une question de confiance en moi, en fait. Voilà. Et je l'ai revue il n'y a pas très longtemps au Tibits à Lausanne avec des cheveux tout blancs. Elle fait « Mais Valérie, vous êtes mon élève et je vous écoute tous les matins. Je suis tellement... Venez, je vous prends dans les bras. » Et j'étais « Ah, mais Madame Hurliman. » Et au fait, tu sais, instantanément, je me suis remis dans cette position de la prof d'italien. Parce que, oui, mais putain, j'ai croisé la prof d'italien. Mais parce qu'elle me faisait peur et qu'elle était sévère et que je l'estimais à fond. Puis, alors, pourtant, j'aimais la branche, mais elle était très prof et stricte. Ouais. Et instantanément, du haut de mes 49 ans, tout d'un coup, c'était la petite fille, Madame Hurliman. Et elle, c'était Valérie, l'adulte de la matinale. Et c'était bizarre. Et on cherchait chacune son rôle par rapport à l'autre, tu sais. Puis tout d'un coup, elle m'a pris dans les bras. Puis après, ça a été chou. Puis on a bu un café et c'était extra. Et j'ai pu lui dire ces années où je l'ai tellement craint, j'ai eu tellement la peur, et jusqu'au jour où j'ai pris la confiance grâce à la Divine Comédie. Mais il y a un déclic, c'est marrant ce que tu dis. Moi, j'ai connu ce déclic alors tard dans ma carrière de latiniste, c'était juste avant le master. Et je me rappelle, je préparais un examen. On avait un examen, je l'ai fait courte, c'est de la lecture cursive, donc on a un texte en latin, puis on a le traduire en direct, en live. Et je préparais ça, on avait une quinzaine de textes, j'imagine. Et puis un de mes textes, c'était une comédie de Plaute qui s'appelle La Marmite, qui est la base, qui est l'origine, la source de l'Avare de Molière. Et puis, voilà, c'est tout écrit en latin, en vers. Et à un moment donné, j'étais en train de lire le texte latin sans traduction et j'éclate de rire dans la bibliothèque. Ah, j'adore. Et je me suis dit, mais, ah non de bleu, j'ai compris un jeu de mots en latin qui n'est compréhensible qu'en latin. Enfin, on ne peut pas le traduire, on peut pas... Et je me suis dit, ma vieille... Toutes ces années de latin, je ne sais pas combien d'années j'avais fait de latin, j'en sais rien, je ne sais pas, 10, 12 ans, je ne sais pas. Et je me suis dit, ben voilà, je suis arrivée là où je voulais arriver, j'ai réussi à comprendre un jeu de mots en latin, et ça me fait penser à ton histoire avec la Divine Comédie, c'est qu'à un moment donné, où tout à coup il y a un déclic qui se passe, et après j'ai cartonné aux examens, et je pense que c'est grâce à la Marmite de Plaute, donc j'en suis reconnaissante. Moi, c'est quelque chose en dehors de l'école. J'ai fait du théâtre très vite. En fait, la solution pour me calmer... De tes parents, on va le mettre sur scène. Mettons-le sur scène. C'est toujours bien d'aller sur scène, je suis d'accord. Et ma prof, j'ai commencé à 6-7 ans, elle a dit, ce garçon fera du théâtre toute sa vie. Elle m'a emmené chez un autre prof qui s'appelait Gérard Diegelman. Oui, comme tous nos enfants. Les beaux enfants, les tiens. Les deux miens, ils sont passés. Gérard Diegelman... qui est venu sur le podcast d'ailleurs. Qui est venu sur le podcast parce que j'ai gardé des très bonnes relations. J'ai fini par jouer une pièce de Diegelman à la Grange de Dorigny qui était l'apogée de ma carrière qui s'est arrêtée. Et je crois que le théâtre m'a amené sur la littérature parce que lire les textes, commencer à lire des pièces. Donc très vite, mes parents m'engueulaient la nuit parce que je ne me couchais plus parce que je lisais jusqu'à 3h du matin.
ce qui m'a emmené au français et à adorer le français et surtout l'analyse de texte. Et ça m'a jamais lâché. Et cette prof d'allemand que je disais avant, où j'étais nul, et elle était stricte, elle était très dure. Hein. Et en voyage d'études du gymnase, on était à Londres, et c'est la seule qui est venue nous dire « Ouais, sortez, ce soir je vous couvre ». Et alors qu'elle était stricte toute l'année, elle était très dure. Trop bien. Ce moment-là, où il fallait être humain, il fallait être cool, elle a été hyper cool. C'était une prof d'allemand du Bugnon ? Ouais. Madame comment ? Baudra. Ah non, son père n'a pas le même âge, Hugo. Son père était prof de maths ou d'allemand aussi, mais il a pris sa retraite, tu l'as peut-être eu. Mais prof génial que je croise de temps en temps et que j'ai du plaisir à discuter avec elle. La sagesse consiste à savoir peupler sa solitude et à l'isoler parmi la foule. C'est Charles Baudelaire qui a dit ça. On va parler un peu de transmission. Qu'est-ce qui fait qu'un savoir se transmet vraiment selon vous? Est-ce que c'est l'amour, la passion? Est-ce que c'est l'intérêt personnel? Bon, la passion, c'est en tout cas nous on le voit. Un gros moteur. On le voit à la radio, on accueille pas mal de jeunes qui sont soit en stage et qui sont encore au collège, qui doivent faire ces stages d'observation du monde professionnel, ou alors qui sont au gymnase et qui ont déjà une envie de journalisme, ou alors qui sont au début ou qui cherchent un chemin d'études de journalisme et qui viennent observer. Et tu vois, alors ils viennent regarder comment la matinale fonctionne, et tu vois que quand tu arrives à leur transmettre ce flux, enfin cette énergie du métier, la passion qui nous anime, du pourquoi on fait ça, tout d'un coup, pas tous, hein, mais on voit des fois dans les yeux, tac, ça s'allume, et puis, et là, il y a une espèce de connexion, et ça, c'est magnifique quand tu arrives à faire émerger ça chez un adolescent. Et ils repartent avec des étoiles dans les yeux. Une fois, moi, j'ai reçu un mail d'une maman, c'était un garçon, c'était l'année passée qui est venu, je ne sais plus son prénom, 15 ans. Et puis, il est venu observer, il est arrivé, il était tout timide, tout en dedans. Il disait pas grand-chose. Il disait rien. Oui, Nous, on a l'habitude de les recevoir. Puis avec Val, on se marre, on dit, oula, il va falloir aller le chercher. Au milieu de la nuit, tu sais. Et puis lui, plus la nuit avançait, plus l'émission ensuite avançait, on le prend à côté de l'émission, ensuite il va en régie. Et plus comme une fleur, pouf, il a éclos, il s'est ouvert. Après, on a pris un café après l'émission avec lui de 8 à 9. Il nous a commencé à nous poser plein de questions. Et ce gamin, il est reparti, mais un autre. Ouais. Et j'ai reçu le lendemain un mail de la maman. « Chère madame, je vous serai à vie reconnaissante parce que mon fils est rentré en disant « Enfin maman », il avait des larmes dans les yeux, « J'ai trouvé ce que je veux faire ». Et elle m'a dit « Mon garçon, ça faisait des mois qu'il était mal à l'école, des bluesy, enfin perdu, envie de rien. » Et nous, on commençait avec son père à paniquer. Et là, tout d'un coup, il a eu une révélation. Et ça sera éternellement grâce à vous. Alors, je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Mais là, tu te dis, mon job de transmission, montrer que tu aimes ce que tu fais, que ça te donne une énergie. Et en fait, quand tu aimes ce que tu fais, moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent quand les gens me disent « Ah, je t'écoute tous les matins ». Puis souvent, je dis « Ouais, c'est super, moi j'adore faire ça ». Puis tout le monde me dit « Ah, mais ça s'entend ». Et je pense que ça, c'est le truc, c'est que les gens entendent que tu aimes ce que tu fais. Après, la radio, ça résume pas toutes mes passions dans la vie, loin de là, c'est quand même mon job. Mais je pense que d'aimer ce qu'on fait... c'est une manière de transmettre. Tu peux pas transmettre quelque chose que tu n'aimes pas, c'est pas possible. Donc c'est une histoire d'énergie. C'est ça. Oui. Alors j'ai deux questions. Vous voyez, enfin vous avez tous les jours des invités. Est-ce que les meilleurs invités, c'est ceux qui sont passionnés justement, qui te racontent il y a l'autre jour, on a reçu un invité qui pour la mission Artemis. Vous vous rappelez de ce monsieur qui nous a dit après je saluais Musk et Macron. Oui. Et ce gars, le sujet pourrait être... non, quand on parle spatial, c'est toujours un peu impressionnant, mais moi, il a commencé à me parler en dehors. Je lui ai posé une question, il m'a pas lâché pendant 10 minutes à m'expliquer plein de trucs. Est-ce que ces invités, c'est les plus intéressants, c'est passionnés, ou peut-être qu'ils sont tellement passionnés qu'ils oublient qu'ils sont à l'antenne. Ouais, après, il y a le problème de la forme. Je pense que c'est beaucoup la forme. Ça peut être à double tranchant. Faut la canaliser, quand ça. Faut l'expliquer. Parce que si tu poses une question puis qu'il parle 10 minutes, à l'antenne, chez nous, ça va pas. Donc, ça vous arrange pas. La passion, il faut se méfier de la passion. Parce que je rappellerai quand même juste ici que l'étymologie du mot passion, c'est un verbe latin qui veut dire souffrir. La passion du Christ, c'est la souffrance du Christ. Donc, méfiance avec la passion, c'est quelque chose à manier avec quand même une certaine dextérité,
un peu de mesure. Et je pense qu'un invité, enfin moi je fais pas l'interview, mais Valérie H répondra mieux que moi. Mais je pense que la passion, oui, ça peut être bien parce qu'il y a ce feu, la personne se rend intéressante, mais je pense que ça peut être à double tranchant. Moi, je pense que les bons invités, il y a pas, c'est multiple. Il n'y a pas une catégorie. Ça, c'est un bon invité, et puis c'est que ceux-là qui sont bons. Les passionnés ont un grand potentiel d'être de bons invités, mais tant qu'ils arrivent effectivement à rester digestes dans la manière dont ils expliquent leur parcours, ce qui les anime, et qu'ils arrivent à la fois à te faire décoller, comme l'invité à Artemis, et puis tout d'un coup tu as une prise de hauteur de dingue, tout en restant extrêmement simple et digeste pour monsieur et madame tout le monde de l'auditoire. Et puis l'invité qui est passionné, mais qui est passionné d'abord par ma vie, mon œuvre, à travers ma passion, et c'est un espèce de moi, et je, et un ego trip, ça c'est très vite un peu chiant. Par contre, celui qui vraiment veut te faire comprendre ce qui l'anime et pourquoi ça l'anime, puis s'il arrive en plus bien sur la forme à te le faire comprendre, alors là oui. Après, il y a aussi des invités qui sont pas forcément passionnés, qui sont un peu en dedans, et puis tu les mets à l'aise, tu les amènes, et puis ils sont touchants parce qu'ils arrivent ils n'ont pas assez de soi ou d'ego, et tout d'un coup t'arrives à faire qu'au micro ils te racontent le cheminement intérieur du comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés, puis là t'as tout plein d'émotions parce qu'ils sont eux-mêmes en train de ils revivent le truc, et ça transmet aussi, et tu dis c'était un moment de radio, quoi. Donc c'est aussi un très bon invité. Et est-ce que vous êtes consciente du rôle que vous avez de service public, que vous êtes écouté par des milliers d'auditeurs et regardés aussi? Est-ce que vous avez cette pression de transmettre l'info, de bien la transmettre, et que vous avez quand même une responsabilité sur vos épaules? Oui, ça nous habite un peu, quoi. Évidemment qu'on est consciente de ça, et on est aussi, il y a la transmission de l'info, etc., la rigueur que ça nécessite, mais il y a aussi, et ça c'est la force de la radio, donc là je parle vraiment du pur produit audio uniquement, en matinale notamment, c'est la force de l'accompagnement. On est une compagnie pour beaucoup de gens, donc il y a aussi transmettre avec la forme. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, mais oui, je pense que ça c'est quelque chose de... Enfin, moi en tout cas, je sais que je parle à beaucoup de gens le matin, puis j'aime bien ça. Qu'est-ce que votre entourage, vos parents vous ont transmis d'important selon vous? Juliane, moi je connais un peu tes parents, en tout cas bien ta maman qui nous écoute tout le temps. C'était quoi les valeurs qui t'ont transmis d'être quelqu'un de bien que tu es? Ouais, je pense que ce que j'ai bien aimé en tout cas dans la façon dont ils m'ont éduqué, c'est que ils étaient très tranquilles et tu vois, il y avait très rarement un mot au-dessus de l'autre. On a toujours eu une relation de confiance et assez calme, quoi. C'était on se met d'accord sur les choses, tant qu'on on reste dans ce cadre où on se dit les choses, et puis on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête. Enfin, et du coup, je pense que ça m'a pas mal inspiré à essayer d'être soucieux de faire les choses bien, et puis peut-être pas forcément de forcément toujours rester dans un cadre, mais il y avait ce truc un peu où, tu vois, à l'école, ils étaient en mode, nous, on aimerait vraiment bien que tu te donnes la peine que tu réussisses bien, c'est l'école. On veut pas que tu fasses des notes de fou, mais juste au moins et la moyenne, quoi. C'était juste ça. Ils attendaient pas de moi que je sois super performant, mais c'était juste tant que tu fais ce qu'il faut pour que ça passe, nous on est content avec ça. Toi t'as fait ta partie du job, nous on est content aussi. Être un peu discret, est-ce que tu avais ce truc de famille d'immigrés qui ils veulent que tu t'intègres sans faire trop te faire trop voir, faire trop de bruit? Peut-être un peu, mais ouais, alors je pense que parce que les deux peut-être sont aussi de caractère assez calme et introverti. Je pense pas que c'est pas des grands extravertis qui vont prendre de la place dans les discussions comme ça, donc je pense que j'ai pas mal hérité ça d'eux. Et ça me plaît parce que ça a toujours été comme ça que je me sentais aussi le mieux dans mes interactions avec les gens. Donc. Valérie H. Moi, je dois beaucoup à ma maman qui a pas fait de grandes études du tout, mais qui a toujours eu, maintenant que je suis maman moi,
je m'en rends compte, qui a toujours eu une confiance absolue en ses enfants. Presque un peu naïve, je pense. Mais du coup, ça nous a fait un grand bien avec mon frère parce que, alors quand je lui en parle, elle me dit, mais non, j'étais remplie de peur. Mais en tout cas, elle nous les a jamais montrés. Et elle nous a toujours dit, moi, je serai toujours derrière vous si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Et au fait, ça ouvre les champs des possibles et les ailes. Et Dieu sait si des zigzags, on en a fait, quoi. Et elle a toujours été... Alors moi, je craignais plus mon père, qui était beaucoup plus classique, faut rester dans les rails. Et dès que j'avais envie d'un zigzag, et moi, souvent, dès que j'étais dans les rails trop droits, je m'emmerdais assez vite, fallait que je fasse un zigzag. Et donc, j'osais pas dire à mon père, mais j'allais rallier ma mère, qui était mon meilleur soutien. Et elle, je pense que j'ai dû la faire flipper 1000 fois, mais elle était toujours derrière nous si elle sentait que c'était sincère. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup porté. Puis j'essaye de redonner ça à mon fils. Et puis mon père m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, mais alors fais-le bien. Et voilà, il y avait ce truc d'exigence. Il faut que tu sois fier de toi, il faut que tu es jusqu'au bout de ce que tu fais. C'est tes choix, mais alors fais-le bien, ne te contente pas du tiède. Voilà, et ça, je trouve que c'est chouette, quoi. C'est aussi cool, ouais. Et toi, Valérie? Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. C'était la phrase qui résonnait chez nous. Donc, comme pour Valérie, on est exactement de la même génération. Donc, il y avait cette exigence. Et en même temps, c'était une époque où on était... Alors, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Donc on avait une liberté aussi qui s'accompagnait forcément de responsabilités. Quand je vois ce qu'on faisait petit, moi j'ai grandi dans les années 80. On partait jouer dehors, on partait en ville. Alors c'était Neuchâtel, c'était pas Brooklyn ou Manhattan, on s'entend. Mais donc il y avait liberté, responsabilité. Ma foi, t'assumes tes actes, tu honores les engagements que tu prends. Ça, c'était très important aussi. Et puis tu fais au mieux, quoi. Mais donc t'étais une punk rigoureuse. J'étais. Mais c'est ça. Mais oui, mais je pense que c'est justement cette opposition qui a peut-être chez moi. Après, c'est une question de caractère. On est d'accord, mais chez beaucoup de gens de ma génération sans doute, c'est qu'il y avait un côté très rigoureux, hérité de nos parents qui sont des baby-boomers, qui sont tous nés peu après la guerre ou au fin de la guerre, dans ces eaux-là. Donc cette rigueur qu'ils avaient eux de leurs parents, et puis cette modernité, cette liberté insufflée par les années 70, par le féminisme, par ces choses-là, la pilule, le contrôle des naissances, etc. Donc c'était deux courants qui, je pense, animaient nos parents, mais qui en même temps, moi j'ai très bien senti ça. Ma mère voulait absolument que justement je puisse faire ce que je voulais, et en même temps elle voulait aussi que je sois une femme accomplie, c'est-à-dire qu'elle aurait bien aimé que je passe du temps avec elle pour cuisiner, ce que je n'ai jamais fait, ce qui ne m'intéressait pas. Mais en revanche, j'ai chez moi des tonnes d'argenterie, j'aime qu'une table soit bien mise, j'aime recevoir des gens, parce que j'ai appris ça m'a été transmis spontanément parce que j'étais une fille, évidemment. Donc il y a vraiment, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est ces deux mondes qui s'entrechoquent, parce que chez nos parents c'était très très fort, vraiment cette dichotomie entre la rigueur héritée, les années de guerre, et puis le modernisme des années 70, quoi. Moi je me souviens je dis juste encore un truc, ma mère qui au moment du divorce, on était ados, et début gymnase, elle a surtout auprès de moi tellement insisté que j'ai jusqu'au bout d'études et que j'ai un job et que j'ai mon indépendance financière, parce que c'est ce qu'elle vivait, et ça qui était aussi peu courant pour l'époque, les divorces. C'était le début. Ma mère, elle était au début il y a eu toute une vague, je me souviens. Elle était la troisième de sa bande de copines à divorcer, puis c'était presque devenu, moi je blague, c'est presque une mode, qui n'a pas encore divorcé. Mais elles étaient au début des femmes qui assumaient de le faire, et elles se soutenaient entre elles. Alors, il y avait un truc très femme là. Et puis moi j'ai baigné là-dedans en disant il faut que tu t'achètes ton indépendance. Puis mon père un jour, qui était entrepreneur, qui a monté plusieurs fois des boîtes, vendu, remonté, enfin très indépendant dans ma famille. Donc c'est vrai que mes envies de journalisme au début c'était un peu c'était un peu c'est peu palpable. Puis c'était un peu gauche, c'était pas très PLR disons dans leur tête. Mais anyway, et puis mon père nous a toujours dit, surtout à mon frère qui a fait la même voie, entrepreneur et tout, tu as le droit de me dépasser, parce que mon père a assez bien réussi, et puis il a à l'adolescence acté dans les mots à mon frère que il souhaitait, puis qu'il avait le droit d'aller plus haut. Et puis mon frère, un jour, adulte, plus tard, m'a dit,
sais que ça m'a fait un bien fou parce que cette espèce de loyauté au modèle papa, le fait qu'ils me disent t'as le droit de me dépasser, ça m'a effectivement il l'a dépassé. Mais j'ai trouvé chou que mon père le mette en mots. Mais moi il y a moins de comparaison possible, tu vois. C'est différent. T'étais une fille à l'époque. On se méfiait moins de moi. Mon père qui est quand même un peu tradit aujourd'hui me demande encore mais tu vas arrêter quand c'est matinal parce que franchement faut quand même être là pour ton fils. Puis j'arrête pas de lui dire t'es plus là pour ton fils. J'arrête pas de lui dire mais je suis plus là que si j'étais en horaire de bureau, donc lâche-moi la grappe avec ça, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes des femmes fortes. Vous l'avez dit, vous êtes les deux mamans. Est-ce qu'il y a des valeurs, des impondérables que vous voulez transmettre à vos enfants ? Il y a quelque chose d'important qui... Est-ce que vous les laissez vivre ou est-ce qu'il y a... Bon, je crois que ton fils fait du tennis. Oui. Voilà. En ce moment. Donc, croire en soi. Mais moi, ce truc que ma maman nous a filé, que je sens aujourd'hui, où j'ai pas beaucoup... Quand j'ai une envie, j'y vais. En général, j'ai pas beaucoup de doutes. Et ça vient d'elle, je sais. Et j'ai envie de réussir la même chose. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important. Et puis, respecter les autres. Et puis, reconnaître quand on s'est trompé, qu'on a blessé. Puis, savoir reconnaître le truc. Et puis, s'excuser. Ouais. Savoir s'excuser. Et je vois déjà ce petit gars, là, 9 ans, des fois c'est difficile de dire pardon, j'ai des deals et tu vas t'excuser, quoi. Ouais, c'est compliqué, des fois. Et toi ? Oui, moi, c'est la... Moi aussi, le alors, le latin. Oui, alors j'ai réussi sur 50% du cheptel seulement, et encore, juste à l'école secondaire. Non, mais moi, ce que je transmets, alors oui, il y a cette notion du respect des autres, du respect de soi-même, mais la liberté, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc, liberté, soyez libre de faire ce que vous voulez, ne vous mettez pas de limites, trompez-vous, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit à l'échec, et puis on discute de tout. Il n'y a pas de tabou. Donc voilà, la liberté, pour moi, c'est central, fondamental. J'ai un garçon et une fille. Et ma fille, je lui ai plus dit, évidemment, parce que comme c'est une fille, il y a encore dans la société ces vieux messages qui traînent. Et je lui ai dit, mais elle était toute petite déjà. Je ne sais pas si tu te souviens, Valérie, que j'avais dit ça à ma fille. J'avais dit, tu peux faire tous les métiers que tu veux, sauf pape. Oui, je me souviens, bien sûr. Ça, elle avait, je sais pas, 4-5 ans et elle trouvait ça dingue. Qu'elle pouvait faire tous les métiers. Bon, alors, juste pas pape, quoi. Mais voilà. T'aurais pu créer quelqu'un qui veut contrer la maman et aller dans la voie... dans les ordres. Oui. On verra. C'est pas définitif. L'autonomie encore. aussi, c'est hyper important. Et je peux dire que quand t'es parent aujourd'hui, ce que je vous souhaite un jour, les garçons, l'autonomie, c'est une lutte à contre-courant vu ce qu'impose la société aujourd'hui. C'est un truc de malade. Comment la technologie qui existe aussi pour avoir la main mise sur ses enfants, mais quelle catastrophe. Tu leur apprends juste pas l'autonomie dans la vie et ça, c'est une vraie arme. Ça, c'est hyper important. Et c'est le goût de l'effort qui va aussi avec. Moi, mes gamins, depuis l'été de leurs 15 ans, ils sont obligés de bosser chaque été. Alors, ils ont rempli des rayons dans des supermarchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ils ont classé des dossiers au canton. Donc, voilà. Mais voilà, ils ont détesté ça. On les obligeait pas à faire ça pendant toutes les vacances, mais ils se sont fait des sous pour pouvoir s'acheter après eux-mêmes ce qu'ils voulaient, parce qu'il était hors de question qu'on paye tout. Et ça leur a appris à savoir que ça, c'était des choses qu'ils ne voulaient pas forcément faire. Et en même temps, être en contact avec les autres, à téléphoner pour avoir un job, à faire un CV. Et ça, je trouve que c'est justement en termes d'autonomie. Alors, les deux miens sont naturellement autonomes. Je pense que les chiens ne font pas des chats. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à leur apprendre. Et puis, comme dit Valérie, c'est tellement difficile maintenant. Et t'es à contre-courant des autres parents. Ah oui, t'as déjà des parents qui disent, mais quoi, mais tu sais pas où il est, mais il a pas de montre connectée, mais quelle horreur. C'est affreux. C'est drôle ce que tu dis, où moi j'étais démerde, j'ai toujours voulu travailler pour m'acheter mes trucs, donc j'ai toujours réussi à trouver des jobs, à me démerder tout le temps. Ou ma sœur, pas du tout. Et je vois aujourd'hui, il y a quand même des différences où... même quand elle est aux études, c'est moi qui ai essayé de la pistonner pour trouver des trucs et ma sœur était un peu attentiste. Toi, Julian, tu n'es pas encore papa. Je te le souhaite bientôt, parce que c'est dans les clous d'ici quelques années, je crois. Ça sera quoi la chose importante, les choses importantes ? Je pense que j'ai eu le bon exemple de mes parents. En tout cas, j'aime bien l'éducation que j'ai reçue. Et ce que je disais avant, et puis un peu ce qu'on a dit aussi autour de la table, ce truc de laisser... de faire confiance déjà, je pense que ça, mes parents me faisaient confiance et ça m'a fait du bien parce que du coup, de se sentir... moi, ça me mettait en confiance de savoir que j'avais leur confiance aussi. Donc, je pense que j'essaierai de redonner ça aussi. Et ce truc aussi
de laisser plein de possibilités, cette liberté aussi. Et ça, ma mère était vraiment à fond aussi là-dedans, parce qu'elle venait aussi d'un métier créatif, donc du coup, que moi j'ai envie de partir dans un métier créatif, ça lui faisait pas bizarre ou quoi. Elle me disait pas mais comment tu vas vivre dans un métier créatif, machin, parce qu'évidemment c'est pas les métiers les plus simples des fois où il y a le plus d'argent et puis tout ça, puis ça peut inquiéter certains parents. Elle était la première à m'encourager à aller là-dedans si ça me parlait, et puis elle comprenait tout à fait que j'ai envie d'aller là-dedans. J'ai dû prendre un petit peu d'elle, et du coup ce truc de faire confiance, laisser ouvert un peu toutes les portes, et puis je pense que le calme et la communication, avoir une relation qui est qui est basée sur ça. Je pense le calme surtout, de pas s'énerver à la maison, et puis même en tant que couple, je crois, c'est ça aussi que j'ai envie de garder. Et puis on en parle des fois avec ma copine, de garder la relation qu'on a actuellement où on se prend jamais la tête. Ou en tout cas pas fort, quoi. C'est peut-être on est en désaccord, on va pas se gueuler dessus, et on va juste en parler, et j'ai encore plus envie qu'on garde ça devant des enfants, où j'ai pas envie de donner une image de parents qui s'embrouillent et puis qui s'engueulent fort, plutôt que justement il peut y avoir des malentendus, des désaccords, mais on peut en parler de manière calme et puis aller comme ça. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. Qui c'est qui a dit ça ? C'est Marcel Proust. C'était ton moment, Val. C'était ton moment. J'ai encore. C'était une phrase tellement courte, je me suis dit, ça peut pas être Proust, pas possible, c'est trop court. Elle a dû être sortie de son contexte. Oui, alors sans aucun doute. J'ai encore 2 questions, parce qu'on parle, mais le temps file. Selon vous, vous êtes des femmes de médias. Quelle place les médias ils ont aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut apprendre grâce aux médias ? Est-ce qu'on désapprend grâce aux médias ? Ça dépend du média. Ouais. Je voulais l'entendre. C'est une bonne question. Alors, ça dépend du média. Toi, tu les lis énormément, Valérie. J'ai l'impression, là, j'écoutais, il y a le débat en France sur le rapport de Charles à l'oncle. En France, ils sont encore dans un autre level, et aux États-Unis encore dans un autre level d'influence des médias, j'ai envie de dire, avec les privés qui sont orientés à gauche, d'autres à droite. Est-ce qu'en Suisse on est un peu plus neutre à ce niveau-là ? Qu'est-ce que vous en pensez de ces médias ? C'est beaucoup plus petit comme terrain, de toute façon. Donc on est encore assez épargné en Suisse par les luttes d'influence politique gauche-droite. On a quand même peu de médias qui sont... Alors, il y a quelques médias hyper marqués, la presse de gauche, la presse de droite, mais il n'y en a pas non plus des kilotonnes, quoi. Mais les médias audiovisuels, on n'a pas... C'est pas pas dans ce paysage-là. C'est pas du tout la même chose. Parfois, les auditeurs nous prêtent ça, ou certains... Oui, évidemment. Mais comme on nous prête les deux, théorie du complot pense que... Voilà. Mais au fait, non, ça, c'est quand même une grande chance, et ça donne un gage d'indépendance quand même malgré tout, et de qualité et d'exigence aussi. Et souvent, on a des invités français depuis notre cher studio à Paris qui... le beau studio. Ouais, il est mythique ce studio. Dans un vieil appart, pour ceux qui ne sont jamais entrés dedans, et qui nous remercient de la qualité et de l'indépendance, de la qualité de l'interview, de l'indépendance du questionnement, du temps passé, parce qu'il y a une rigueur suisse qu'il n'y a plus dans certains médias français. Ils sentent aussi qu'on a lu les bouquins. C'est con, mais c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'on a une grande chance. Il ne faut pas du tout avoir de complexe d'infériorité en Suisse. On a une grande chance de la qualité des médias, mais encore une fois, de certains médias. Et puis après, c'est encore une histoire aussi générationnelle. Quand on disait le paysage français qui est tenu par des grands médias, influence gauche, influence droite, puis tu te dis, ok, mais est-ce que toute une frange de la population s'informe encore comme ça ? Peut-être moins. Et l'info a basculé ou s'est déplacée sur d'autres plateformes qui sont des fois pas tenues par des gens qui ont fait tout le cursus classique du journaliste. Donc en fait, notre métier est extrêmement bousculé en ce moment. Oui. Ça vous inquiète, ça ? Est-ce que les jeunes consomment très différemment les médias ? Voire plus trop, et en tout cas les traditionnels sont très peu consommés par les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'ils iront sur ces médias plus tard, ou c'est peine perdue ? Peut-être qu'ils y viendront plus tard, mais les médias traditionnels vont aussi amorcer un changement. C'est le grand changement de paradigme, comme on dit maintenant. C'est un travail de longue haleine, parce que c'est ancré quand même depuis des décennies, cette manière de faire de l'information, de transmettre l'information. Donc forcément qu'on doit se transformer.
voilà, ça m'empêche pas de dormir, je dois dire. Non, effectivement, des fois ça m'inquiète. Je me dis, ah là là, non, quelle époque on vit, mais en même temps, voilà, c'est comme tout grand changement de paradigme. Ben oui, il y a de la casse, forcément, c'est dur, forcément. Ça, c'est certain, parce qu'il y a des journaux qui disparaissent, des titres qui disparaissent. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois, évidemment. Mais voilà, si les gens ne consomment plus, il faut se transformer, c'est inévitable. Et les grands médias se transforment. Hein, on est sur les plateformes numériques, enfin, on essaie d'aller attraper ces publics. Moi, ce n'est pas tellement la disparition des titres classiques qui, des fois, m'inquiète, c'est le manque de curiosité ou le manque de temps long. Des fois, quand je vois la manière parce que peu importe où est l'info, il faut qu'elle soit là. Après, la plateforme, c'est la plateforme. Mais quand tu regardes la manière, parfois, de s'informer de la génération plus jeune, la dictature de la vidéo courte, du clic, du clac-clac, je switch. Des fois, je me dis, c'est quand même quand tu prends le temps de lire quelque chose de plus long, de plus développé, quand tu prends le temps d'écouter une émission plus longue qui affine, que tu nourris ton cerveau et que tu développes une réflexion. Et on est quand même dans une dictature du court. Et moi, c'est ça, des fois, qui m'inquiète en me disant, mais ça va donner quelle société demain ? Et puis tu scrolles sans fin, c'est sans fin, sans fin. Tu lis que les titres et pas l'article. T'es comme hypnotisé, et en fait, tu vois passer les trucs, mais ça te nourrit pas. Au contraire, ça te stresse presque. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Et ça génère pas de la réflexion après dans ton cerveau. T'es captif, quoi. Alors, est-ce que l'info est du savoir ? Et du savoir. Vous avez 4 heures. Oui. Allez. Alors, tu viens de le dire d'une certaine manière, qu'en t'informant, tu peux aller plus loin. Oui, quand même. Moi, je pense quand même que l'info nourrit le savoir, affine et en tout cas suscite la réflexion. On n'est pas détenteur d'un savoir, ça c'est faux. Mais on cherche la vérité, c'est évidemment le but du travail du journaliste. Mais oui, comme dit Valérie, tu lis une information et pas juste le titre, forcément ça déclenche chez toi des processus intellectuels qui vont faire que tu apprends des choses, donc tu sais des choses qui vont après te permettre d'en savoir d'autres. Mais ça aide à la compréhension. C'est plus la compréhension. Ça aide à la compréhension du monde et de la société du savoir, dans laquelle t'es. Figé. Il y a côté figé dans savoir. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... Le savoir évolue. Oui. Juliane, je sais que toi, t'es pas le plus grand consommateur de médias. Non, pas énormément. Toi, tu t'informes comment ? Justement, c'est un peu avec les réseaux, quoi, hein, plus qu'autre chose. J'écoute pas énormément la radio parce que l'audio, j'écoute plutôt ça en voiture. Sinon, à la maison, soit je fais... En fait, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps, un peu, en tout cas avec l'audio. Et du coup, en voiture, ça va. C'est un peu un endroit où j'arrive à gérer deux trucs en même temps. Si je bosse et que j'écoute quelque chose en même temps, généralement, soit j'écoute, soit je bosse. Et du coup, au bout d'un moment, je me rends compte que j'écoute pas l'un ou alors que je bosse pas bien, du coup. Enfin, l'un ou l'autre. Donc, sur les réseaux. Et du coup, je remarque aussi ce truc de... Du coup, souvent, je vais en profondeur sur certains sujets qui m'intéressent, mais souvent, la majorité, ça passe assez vite, quoi. Parce que aussi, la manière dont ça vient à moi, il faut que moi, j'aille chercher vraiment pour trouver un peu plus d'infos. Sinon, ça vient de manière très concise et trop concise, je pense. Mais j'essaye, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, par exemple, mais j'essaye de suivre sur Instagram des comptes qui amènent justement des news et de sources sûres et que je trouve intéressantes, soit sur des thèmes juste globaux du monde entier, ou alors sur des thèmes plus précis. Et puis là aussi où j'aime bien aller creuser un peu plus, pour le coup, pour justement contraster avec ces trucs Instagram qui sont très rapides, c'est je consomme énormément de contenu sur YouTube, et là sur YouTube je consomme des formats qui sont plus longs. Et que tu vas chercher aussi. Du coup je vais chercher, ou même que mon algorithme YouTube me propose aussi, parce que j'ai vu des vidéos, ça peut être sur des conflits qui se passent, ou même des trucs plus historiques qui sont pas forcément dans les news même, mais du coup des fois des documentaires sur des conflits qu'il y a pu avoir, ou même pas forcément des conflits, ou sur des régions qui m'intéressent, ou des choses comme ça. Et ça, sur YouTube, j'arrive plus à me laisser emporter dans des formats plus longs sur lesquels justement je vais développer mon savoir, en tout cas ma compréhension d'un sujet que j'aurais peut-être vu passer très rapidement sur les réseaux. Et que si j'avais pas fait ce geste en plus sur YouTube, j'aurais pas vu passer vraiment. Est-ce que tu lis des livres, Juliane ?
J'en lis pas beaucoup. Ah voilà. Ouais. Ça, c'est un truc qui Et m'inquiète perso. Exactement. Non, mais parce qu'à part ça, peu importe la lecture, hein, mais même si c'est des romans, puis pas des livres historiques ou quoi, mais tu parles de savoir, Hugo, et d'élargir la compréhension des choses, la lecture. Ah, mais ça, c'est la meilleure nourriture de l'esprit. Hein. Et ça, moi, je crois que c'est le truc qui m'inquiète le plus. Ouais. Les jeunes qui ne lisent plus, genre, ça fait vraiment se plonger dans un truc, mais dire, ok, là, même si c'est un petit livre qui fait, je sais pas, 200 pages, c'est se dire, ah bah ouais, je vais lire 200 pages. Quoi. C'est pour ça que l'école aussi est plus importante, parce qu'on t'oblige à lire des livres. Ouais, alors ça, je trouve que on devrait plus te pousser à avoir envie de lire certains livres que t'obliger. Parce que alors, moi, forcer, honnêtement, les lectures qu'on m'a obligé à faire, moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai détesté, quoi. Ça, c'était ma libération. Quand j'ai enfin pu choisir dans une librairie ce que je voulais lire. Moi, il y a des fois, je détestais qu'on m'impose un livre. Parfois aussi, j'aimais bien m'informer un peu avant. Je me rappelle très bien avec Céline, Voyage au bout de la nuit. J'ai dû le lire de la 2e à la 3e de gymnase. Détesté ce livre. J'avais lu vite fait Qui est Céline. Je me suis dit, oh putain, c'est antisémite, c'est un énorme connard. J'étais parti sur ce spirit. Et j'avais un prof de français qui était très bon. Il était pas loin de la retraite et un peu alcoolo, mais il était très bon en littérature. Et il nous faisait toujours un cours où il nous présentait l'œuvre, l'artiste, et c'était des masterclass. Et j'ai relu ce livre et je l'adorais. Comme quoi, j'avais de la peine quand on m'imposait un livre, mais quand tu l'amenais d'une bonne manière, je trouvais que c'était assez passionnant. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître demain ou apprendre demain, ou peut-être aller creuser? Difficile de choisir. Non, moi je crois qu'il n'y en a pas. Tout peut m'intéresser potentiellement. Peut-être pas la finance, mais tout. C'est Est-ce que tu as besoin d'être passionné pour t'intéresser à quelque chose? Non, moi je suis juste curieuse. J'ai besoin d'être passionné de tout, sinon tu es passion en souffrance. Hein, j'ai dit, c'est pénible sinon, si tu es passionné partout. Donc, non, moi, voilà, tu n'es pas obligé de tout savoir sur tout. Hein, et est-ce que tu acceptes que tu sois curieuse et que tu vas aller sur un sujet, mais que de surface et pas... Ah oui, et puis si j'ai envie d'aller à fond, bah, je vais à fond. Mais c'est comme les livres. Hein. Moi, j'ai une règle. Alors, moi, je lis plus de 50 livres par année. Hein. Moi, je lis énormément. Mais en même temps, si après 50 pages, un livre m'emmerde, eh ben, je le referme. Et puis, soit je le rends à la bibliothèque, soit je le mets à la boîte à livres. Quoi. Donc voilà, moi, a priori, tout m'intéresse. Et puis, si je ne sais pas tout sur un sujet, c'est pas grave. Hein. On n'est pas forcé à l'exhaustivité, je crois pas. Heureusement. Ouais, Valérie. Moi, le jour où j'aurai un peu plus de temps que maintenant, j'aimerais plus passer de temps dans la musique. J'en fais un peu, mais voilà, ça me frustre parce que j'aimerais avoir plus de temps pour développer plus le chant aussi. Et, l'artistique. Ouais, ça c'est un truc qui est assez fort. Et puis j'ai toujours voulu, toi tu as fait du théâtre, mais ça c'est un truc que j'ai toujours voulu. J'ai fait un peu d'impro quand j'étais à Bruxelles, mais j'ai toujours voulu donner un peu du temps et tester le théâtre, le truc monter sur scène, mais j'ai jamais fait. Moi j'aimerais refaire. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors, moi j'en ai fait beaucoup, mais j'aimerais bien refaire ça. C'est un truc aussi avec ce qu'on fait. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Moi je mettais en scène. Je t'ai déjà entendu dire. On monte sur scène quand tu prends. Ah oui, oui. Ah oui, je t'ai déjà entendu dire quand on avait des invités qui venaient regarder la matinale. Ouais. Avant la matinale, je me mets dans ma bulle. Le moment où je me maquille, je t'ai entendu dire. Tu rentres dans le personnage, tu rentres dans le rôle. D'une certaine manière. Pas du théâtre, mais c'est se mettre en scène. C'est proche quand même. Ouais, c'est proche, c'est du direct. Ah oui, il n'y a pas de filet, y a pas de... tu peux pas reprendre. Hein, il y a une responsabilité qui est un peu similaire, quoi, dans le fond. Donc je pense que vous deux serez... Bon, tu en as... Moi j'en ai fait, oui. Mais ça je referais bien. C'est un truc que j'ai évidemment pas le temps de faire, mais moi j'ai adoré. Ah ouais, oui. Non, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Mais c'est pour la retraite, c'est bon. Oui, mais on a plein de trucs à faire pour la retraite. Un catalogue incroyable. On n'aura jamais le temps de tout faire. Juliane. Pour l'instant, je pense continuer à apprendre des choses dans mon métier déjà de base, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, il y a des domaines dans lesquels j'ai envie de me développer. Et là, le fait d'être indépendant depuis peu me permet justement d'aller vers ces choses-là. Là où avant, en étant employé, j'étais peut-être un petit peu quand même dans une case où je faisais un peu les mêmes choses et je n'avais pas forcément l'opportunité d'aller découvrir d'autres horizons. Donc là, maintenant, je peux plus me le permettre. J'ai plus de liberté à ce niveau-là. Je suis content de m'être offert cette liberté en étant indépendant. Donc le but, c'est un petit peu ça, de surtout apprendre ça. Puis à côté, j'ai toujours un peu d'autres projets qui voient le jour un petit peu à droite à gauche. Et puis je me réjouis de
de les alimenter, que ça peut être la marque de snowboard que j'ai fait justement avec notre ami Boris qui était pro de snowboard à l'époque. Ça peut être ça peut être le podcast, ça peut être d'autres choses que je suis curieux de tester aussi et puis dans lesquelles il faudrait que je mette du temps et puis que je procrastine pas et que je me dise que justement si je le fais pas à fond, c'est pas grave non plus. Il faut quand même que je le fasse. Moi, le truc qui me maintient un peu en vie, c'est de faire plein de projets, d'évoluer, de faire plein de choses et d'être curieux. Alors, je crois que je suis aussi très curieux. Donc, j'ai toujours des trucs en tête, des projets, j'ai envie de bouger, de faire des choses. Et je me suis pris un peu une claque à cause de... grâce à Paul. On le voyait avec son bébé. Ça m'a tellement touché. Ah, Hugo a envie d'être papa. J'ai toujours dit que je voulais pas forcément avoir des enfants. Et tout à coup, ça change là. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas un bon projet? Alors ça, c'est du long terme. Hein, dans long terme, hein, il faut que j'arrête de me séparer avec mes copines. Et non, mais je lui ai dit en plus, de le voir si investi, si dans son regard, en fait, avec sa copine aussi, ça m'a tellement touché que je me suis dit peut-être qu'un jour je serai père finalement. Moi, je peux te dire une chose, c'est que je ne sais pas si Valérie Dros sera d'accord avec moi, mais je trouve que quand tu deviens parent, c'est pas ce projet qui arrête tous les autres projets, mais c'est cette réalité qui te donne un ancrage, comme un arbre en fait. Devenir parent, ça t'enracine, ça te donne une force, ça te pose et ça te donne une assise dans la vie. Et donc ça rejaillit sur tout ce que tu fais jusqu'ici et ça te donne du poids dans ce que tu fais, une aisance, une confiance. Je sais pas, tu changes de statut et tout d'un coup tu fais tout autrement, mieux, avec plus de profondeur. Et ça, c'est ce que les enfants, le fait de devenir parents, t'apporte. Donc, faut pas le voir comme « Ah, ça sera le nouveau projet ». Non, c'est une autre dimension. Oui. C'est comme si c'est une épaisseur qu'on te met en plus dans tout ce que tu fais. Mais justement, j'ai l'impression de l'inverse, que si j'avais un enfant, je serais coincé. Tout était fini. Tout était fini. Et c'est vrai qu'on... Les premiers mois, mais après ça passe. Un petit peu au début, c'est un peu normal, je pense. En voyant un de mes meilleurs potes devenir père, je me suis dit que même je le vois. Et puis encore, là, c'est le tout début pour lui, mais même au je vois dans son regard, je vois que sa vie a pris un autre sens et ça m'a touché. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on passerait pas au jeu musical? Allez. Le jeu musical qui défonce. Le jeu musical, j'ai mis des paroles de chansons existantes sur de l'IA malheureusement, mais on en fait un jeu. Donc j'ai pu mettre Allumer le feu de Johnny Hallyday. Je lui ai demandé de le faire en mode reggae. Le but est de trouver la chanson ou l'artiste. Les chansons sont bien déformées. Le thème du jour, j'ai regardé un peu les playlists qu'il y avait sur RTS, la première, et j'ai un peu divagué. On compte les points aussi. Il y a des chansons en français, d'autres en langue étrangère. La dernière est un bonus qui vaut 10 points. C'est un plaisir coupable. Donc soit vous gagnez sans le bonus, soit vous gagnez avec le bonus. Mais votre âme est souillée. Est-ce que vous êtes prêts? Donc la chanson et l'artiste. Le titre et l'artiste. L'un ou l'autre. L'un des deux. On compte les points. Pas très regardant. Julien est assez doué dans ce jeu. C'est parti. Ne dis pas ça. J'irai chercher ton cœur si tu... Ah, Céline Dion. Oh là là. Oh Valérie. Si tu Arrête. Ah. Premier point. Valérie Drou, on continue, c'est parti. Ah, Hit Me Baby One More Time. Oh, mais trop fort. Pourquoi t'as dit que j'étais fort? Je gagne jamais, moi. Ah oui, il y a du level aujourd'hui. Ok, on continue, c'est parti. C'est pour toi, Julien. Y'a comme un goût d'aile quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Diams? Je suis trop jeune, trop vieille pour ça. Alors ça, moi non plus. Non, c'est pas vrai. Ça, j'aurais jamais pu trouver, alors. Non. On continue. Ah oui.
Ah oui. Ah, Buena Vista Social Club. Oui. C'est Chan Chan. Ouais. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Je vous donne un point chacun. Ah, ça c'est Ah, j'étais pas loin. On continue. Celle-là, c'est plus récent. Mais elle passe parfois le matin. Blessé, BG. Mélodrama, This is Todor. Je suis comme un son que t'aurais pas. Oui. idée. Ouais. Oui. Ah non. Et Davey en a parlé, c'était la chanson qui est restée le plus dans le top. Oui, c'est ça, il a fait un soundcheck là-dessus. On continue. Let's sway, while color lights up your face. Let's sway, let's sway. Elle commence pas tout au début. Non, c'était trop simple. If you say run, I'll run with you. Ah oui. Oui. If you say hi, Oui. C'est dur, hein. Oui. Non. Si je vois David Bowie, bien sûr. Cet accent français, anglais, c'est horrible. Putain, ouais, ça c'est vache. Mais bien sûr. 1 point Valérie Awert. 4 points Valérie Drou. Waouh, on a rarement des concurrents aussi forts. Et Guylaine sur 2 points. On continue. Savoir dire tant pis, avoir juste envie, rester dans son lit. Aussi, elle passe parfois le matin. Oui, il faut que quelqu'un m'aime. Mais c'est qui chante ça? Gérald Depardieu. Oui, c'est ça. Just. On continue. Je crois qu'elle est assez simple la prochaine. C'est parti. J'adore cette version. On dirait Angèle sur cette version. Ah, Papa Don't Preach, Madonna. Non. Non. Ah non. Oui. Non. Aucune idée. Ah ouais, je pensais qu'elle était Aucune idée. En plus, t'as dit qu'elle était facile. Ouais. Pas du non, tout. ça va être facile. Think Twice. Think Twice, oui. Il y a un film qui est sorti. Mais le Baby Think Twice, ça me dit que mais alors là. on va dire tous. Ah oui. Mais oui, bah Michael Jackson, bien sûr. Je cherchais tellement une fille du coup que. Joli. On continue. J'ai mis un léger doute sur vous deux pour la prochaine. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu. L'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que Non, mais ça, on est trop Trio. vieille. Ah non, 18h pour qu'on recommence à ah oui, c'est Orelsan. Avec Yamé. Pourquoi j'ai pensé à Trio d'abord? J'ai pensé à Moi, je connais Désolé même pour pas hier soir. l'original. Jamais entendu. La prochaine, je considère que c'est la plus difficile, mais vous connaissez tous. Ok? C'est parti. Et on est un peu dans ce style de musique. How can give your woman access to your villa? Trespassing a witness while you cling to your pillow. You better watch your back. C'est année 2000. Let's review the situation that you caught up in. Il a un peu cette voix. Mais c'est donc du rap. Dancehall un peu. Sean Paul. Pas loin de Sean Paul. And if she claim you tell her baby no. But she caught me on the counter. So me banging on the sofa. Ah. C'est Wasn't Me de Shaggy, ouais. Shaggy, yes. Ah oui, c'est Shaggy. Ah putain. Ah oui. Bien joué. On continue encore 2 chansons avant le bonus. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin. Ah. Ouais. Ni rose ni honnête pour la peine. Et que tout va si mal. Parce que rien ne va bien. Rien ne va bien. Oui. Merde. Mais un animal me Mais oui. dit-elle. Suisse. Elle prend son café. Stéphane Echa. Oui. Joli. Yes. J'en ai un. C'est pas mal. Alors comme 3 version. points Valérie Awert. Déjeuner en 5 paix. Valérie Drou et 3 points Juliane. Il y a match. La dernière.
C'est avant le bonus. J'ai dû changer le nom de la chanson. J'ai remplacé le nom du titre par un autre prénom. Vous allez voir. Valérie, Valérie, when will those clouds all disappear? Valérie, Valérie, where will it lead us from? NG, bien sûr. Ah oui, NG, c'est pour toi. Ah oui, elle était pour toi. Ok, donc avant le bonus, Valérie Drou gagne et on applaudit. Bravo. Merci. Je resterai humble. Bonus, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Tu vas partir, je sais, tu m'oublieras. Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. C'est le nouveau Céline Dion? Non. Un matin, Année 2000. tes bras autour de mon cou et l'amour qu'on fait, c'est n'importe. Plaisir coupable. Tu oublieras tout le mal que t'as en me regardant souffrir. C'est instant difficile. C'est une femme. Ah oui, c'est Hélène Sagara. Non. Et le titre, c'est Tu oublieras. Mylène Farmer. Non. Elle est connue que pour cette chanson. Alors je l'aurais jamais. Si. Oui. Tous ces mots qu'on jure de ne jamais. Oui, ça a beaucoup plus vite la chanson. Tu oublieras. Tu Mais oui. Ça commence avec un L. Lara Fabian. Elle a pas fait qu'une chanson. Une chanson vraiment, une. Ah purée. Laurie. Non. Merde. Elle refait une tournée en plus. Bon, bah, je vous la donne. Ah, je l'ai tellement pas. Allez, La Rousseau. Ah, La Rousseau. Ah ouais, non, j'aurais pas trouvé. Non, jamais. Tu oublieras. Jamais de la vie. Oui, Je c'est connais pas ça. assez. Non, Est-ce que c'était pas une chouette Cosette? Ouais, c'est ça. Oui, c'est très chouette, Cosette. Merci beaucoup à vous deux. On a une tradition pour terminer ce podcast. On a une demande. Chaque podcast est introduit par l'invité ou nos invités. Alors là, il va falloir jouer de votre complicité. Exactement. Donc, on va isoler vos voix. Vous nous faites une intro qui va ouvrir ce podcast. Vous vous débrouillez, vous dites ce que vous voulez. Il y en a qui disent bienvenue sur Cosette. Voilà, c'est Valérie et Valérie. Comme vous voulez, je peux vous laisser un petit moment et on mettra cette séquence. Alors, j'ai commencé. Salut, on est dans la cuisine de Hugo qui est... Non, je recommence. C'est très nul. Ouais, c'est pas évident. Non, vas-y Valérie Drou. Bonjour, bienvenue, c'est Cosette chez Hugo avec Harry le chat, avec Juliane le pote et avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Ça, on adore. Sympa de te retrouver ici. On est tout le temps collés ensemble. C'est épouvantable. H24. Dire qu'on se voit dans quelques heures. Hein, on pourra se dire à tout à l'heure après. À toutes. C'est parfait, merci beaucoup, merci. Alors, pas d'actu pour vous, hein, vous êtes tous les jours à l'antenne quasiment. Commençons avant le déménagement avec Blanc. Heureuse? Oui, impatiente. Ouais. Impatiente de déménager. On sera plus proche du lac. Oui, c'est vrai. On se réjouit. Ouais, non, puis le bâtiment est très beau oui, et ça va mettre une nouvelle énergie. Exactement. Ça va être super. J'ai 2 chansons de fin pour vous. Les Stones, mais en version Valérie, ou Michael Jackson que vous n'avez pas trouvé. On finit avec quoi? Stones. Ah bah évidemment, allez, c'est parti. faut pas me demander. Merci beaucoup, merci Juliane. À demain. À demain? Matin. Dans quelques heures? Sans doute. À tout à l'heure. Bisous. Michel. Tu as honte. Valérie, when will those clouds all disappear? Valérie, where will it lead us from here? With no love in our souls and no money in our coats. You can't say we're satisfied. Valérie, you can't say we never tried. Valérie, you're beautiful, yeah.
goodbye. Valerie, I still love you. Remember all those nights we cried, all the dreams were held so close, seemed to all go up in smoke. Let me whisper in your ear. Valerie, Valerie, where will it lead us from here? Oh, Valerie, don't you weep. Oh, your kisses still taste sweet. I hate that sadness in your eyes. Valerie, Valerie, ain't it time we said goodbye? With no loving